Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, c'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir cette session de l'après-midi qui consistera en une table ronde sur les usages et les mésusages de l'IA. Je vais commencer par présenter ici nos intervenants. Alors, par ordre, Alexei Greenbaum, qui est à ma gauche, qui est directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Donc, il faut m'arrêter si je dis une bêtise, évidemment, il y est président du comité opérationnel pilote d'éthique du numérique. Donc, c'est à la fois quelqu'un qui est technicien et quelqu'un qui traite des questions, on va dire, normatives, de ce qu'il s'agit de faire de l'intelligence artificielle. Il est expert à la Commission européenne, spécialiste également aussi de la théorie de l'informatique quantique, si je ne dis pas de bêtises. Alors, ensuite, Gilles Achache, qui est philosophe, donc, qui a été professeur des universités à Paris-Dauphine, qui poursuit un travail d'édition chez Kalman Levy, où il dirige la collection Liberté de l'esprit. Enfin, donc Laurent Simon, qui lui est professeur des universités à l'école d'ingénieurs ENSERM Matmeka, donc pas très loin de chez nous. Il travaille dans le département méthode et modèles formels, et il est également chercheur invité à Google Research à Paris. Donc quelqu'un qui est à la fois est technicien et théoricien de l'IA. Alors pourquoi cette question aujourd'hui? Peut-être que la question se pose même pas, puisque c'est une espèce d'emballement qui se produit autour de l'IA, énormément d'inquiétudes face à ce phénomène, des inquiétudes qui vont des fois être simplement d'ordre social, qui va garder son travail. On en discutait en aparté au début. Tout le monde se pose un peu cette question-là. Certains métiers qu'on aurait pu penser tout à fait à l'abri des effets de l'intelligence artificielle sont menacés. On peut penser par exemple au travail de traducteur. On pensait que c'était d'abord quelque chose de travail qui était essentiellement humain. L'intelligence artificielle le fait extrêmement bien. On est très nombreux à l'utiliser assez spontanément. Des fois, quand on a affaire à une langue pour laquelle on a des résistances dans la compréhension. Alors, on a également des usages de l'IA qui sont divers et variés. Alors, je ne vais pas en faire une liste, mais on peut penser, ne serait-ce qu'aux couples qui vont demander des fois à ChatGPT des conseils pour savoir comment résoudre un conflit, comment résoudre une difficulté. Alors, est-ce que c'est un bon usage? Est-ce que c'est un mésusage? Je laisse ça à votre libre appréciation. Ce qui est en tout cas certain, c'est que c'est très nouveau. C'est très nouveau. Et même, c'est tellement nouveau que ce titre lui-même qui a été donné, Usage et mésusage, pose question. Il pose question de la façon suivante, c'est que d'ordinaire, ce dont on fait un bon ou un mauvais usage, c'est d'abord un outil. Et ce qui est certain, c'est que l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus qu'un outil. C'est beaucoup plus qu'un outil. Alors, on s'en sert, ça nous aide, mais un outil, c'est une aide extérieure. Quand on a affaire à l'intelligence artificielle, on a même affaire à quelque chose qui est plus qu'un automate. On a affaire un phénomène, on a affaire à quelque chose qui semble interagir avec nous. On a affaire à ce qui semble être doué d'un certain langage. On a parlé justement de Descartes ce matin. Descartes pour faire la différence entre un homme, un animal et une machine, il s'agissait en fait simplement de converser. Si je veux avoir la preuve en rentrant à la maison que la personne avec qui je partage ma vie est bien un être humain et pas une machine, il me suffit de converser. Ce qui est certain, c'est qu'on pourrait vraiment avoir des doutes maintenant avec les progrès de l'intelligence artificielle. Donc cette question se pose avec une acuité toute particulière en raison du phénomène, savoir qu'on a affaire à quelque chose qui est sans doute bien plus qu'un outil. Alors donc nos échanges vont tourner autour de ces usages et mésusages. Avant même de commencer, pas vraiment en préambule, ce qui est vrai, c'est qu'il y a même une difficulté à comprendre ce phénomène lui-même, en quoi il consiste. C'est pour ça que pour première intervention, je vais laisser la parole à Laurent Simon, s'il veut bien nous faire une brève présentation même de ce que c'est que l'intelligence artificielle. Alors, merci, je vais me répéter un peu pour la conférence de ce matin, mais donc l'IA, effectivement, c'est un vieux domaine scientifique de l'informatique, et on en est aujourd'hui là, pas spécialement pour l'intelligence artificielle en tant que telle, mais pour
quelque chose de très particulier qui est né en 2020, 2022, c'est les chatbots, c'est ChatGPT. Donc il y a plusieurs domaines d'intelligence artificielle, il y en a pour lesquels les usages et les mésusages ne posent aucun problème. C'est des IA qui vont mimer un raisonnement et qui sont dans un langage qui est formel, dans lequel on a des garanties, dans lequel on sait que ce qui est calculé est correct, juste, il n'y a pas d'hallucination. C'est ce genre d'intelligence artificielle qui va par exemple optimiser l'électricité, le flux d'électricité, qui va optimiser la consommation de l'eau, qui va optimiser le mouvement des camions pour essayer de réduire le CO2. Cette IA-là, quelque part, elle ne pose pas débat. Elle est présente depuis très longtemps et c'est une intelligence artificielle qui simule le raisonnement. Il y a tout un tas d'autres intelligences artificielles de reconnaissance, qui, par exemple, sur une chaîne de production, on va reconnaître des défaillances de manière automatique de ce qu'on est en train de construire. Et puis, est né de manière, on va dire, quasi accidentelle, même si c'était un vieux projet, ces IA conversationnelles. Et ce que j'ai fait, et ce que j'aimerais, c'est vous les présenter sans informatique. Voilà. Ces systèmes-là sont en fait des objets très particuliers. Et j'ai beaucoup entendu aujourd'hui, et en général, la confusion entre la surpuissance de l'ordinateur, sa capacité à calculer de manière exacte, avec ce qu'il produit lors d'un chatbot. En fait, ce chatbot n'hérite pas de cette caractéristique de l'informatique qui produit des choses correctes, des choses justes, qui produit des multiplications correctes, etc. C'est pas ça qu'on va chercher dans cet outil de chatbot. Et on peut le voir de manière complètement indépendante de l'informatique et sans aucun calcul. Ce système-là, et quelque part, quel que soit l'objet avec lequel il est implémenté, c'est simplement un objet qui poursuit un roman de manière cohérente et sans grosse faute. Voilà. C'est simplement cet objet-là qu'on a entre les mains. Et dans ChatGPT, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on va construire un roman dans lequel on arrive à une discussion entre un utilisateur et un assistant. Et dans le roman, on a bien précisé que cet assistant, c'est un assistant qui est poli, qui est gentil, qui est omniscient, qui connaît. Et tout d'un coup, l'utilisateur, dans ce roman, dans ce roman poursuivi par une IA, eh ben, on va arrêter la production du roman à la question de l'utilisateur, et donc la suite naturelle du roman, c'est-à-dire la capacité de cette IA à poursuivre n'importe quel roman qui pourrait exister, eh ben, c'est de fournir une réponse correcte. Et pourquoi j'aime bien cette analogie? C'est parce qu'en fait, ce que vous êtes en train d'expérimenter en utilisant un chatbot, c'est simplement les propos en direct d'un personnage fictif dans un roman qui joue un rôle. Voilà. Et donc, il ne faut pas se décomplexer à l'idée de dire « il m'a compris, il est intelligent ». Il est intelligent comme Sherlock Holmes était intelligent. Sherlock Holmes n'était pas intelligent, c'est un personnage fictif. Est-ce qu'il vous a compris? Il vous a compris comme un personnage fictif a compris une situation dans un roman. Et donc c'est exactement ça que cette IA est en train de produire. Elle produit un roman cohérent, et pour le produire, elle génère un dialogue qui a toutes les caractéristiques d'un dialogue qu'on pourrait trouver dans un roman. Et on peut même aller plus loin, c'est-à-dire qu'on pourrait, en philosophie, en fait, on pourrait même aller jusqu'à la bibliothèque de Borges, c'est-à-dire que ce système-là est capable de produire tous les romans possibles qui ont le même début. Et ChatGPT, ce qu'il fait, c'est qu'il vous amène dans une pièce dans laquelle vous avez, dans cette pièce, tous les livres que l'humanité, enfin, qu'on pourrait jamais écrire, qui ont le même début. Ils sont tous là. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous fournir un livre qui semble, d'après lui, le moins incohérent, en fait. Mais vous êtes libre d'en prendre un qui est encore plus, disons, déterministe ou encore plus foufou. Vous avez cette librairie. Et donc, quand vous parlez à un chatbot, vous parlez, en fait, à un personnage fictif qui est créé dans un roman. Voilà. Et donc, je pense que c'est une vision qui peut être assez intéressante. Et donc, toute la problématique aujourd'hui, c'est de ne pas être des Madame Bovary, c'est-à-dire c'est à nous de dire, OK, ça, c'est de la fiction. Maintenant, nous, on est dans la réalité. Bien. Alors, merci beaucoup pour cette réponse et cette analogie très intéressante avec le personnage fictif. Alors, il n'en demeure pas moins que, même si on le sait, quand on discute avec un chatbot, on a du mal à ne pas faire une sorte d'identification, à ne pas avoir le sentiment d'avoir affaire à quelqu'un d'intelligent. Qu'est-ce qu'il faut faire de ce sentiment-là? Merci. Je vais peut-être dire 3 choses séparées, et ce sera la 3e, pour revenir à votre question des projections anthropomorphiques, comme on appelle ça en philosophie. Mais d'abord, à propos de votre question, Quentin, au début, qu'est-ce que l'IA aujourd'hui? Alors, première chose, ça va très vite. L'Antiquité
de l'IA générative, ça veut dire 2017, quand cela commence, la révolution de l'IA générative, la Grèce antique de l'IA générative, c'est 2017. Le Moyen-Âge, c'est ChatGPT, son lancement en 22. Tous les 6 mois, les modèles changent. La grande nouveauté, les modèles de 2022 sont totalement obsolètes. Les modèles d'IA que vous avez aujourd'hui, le ChatGPT, le Gemini, le Claude que vous avez aujourd'hui, ce sont les modèles qui sont complètement différents, des modèles dits de raisonnement avec des fonctions agentiques, agents LLM. Vous avez peut-être parlé des agents IA. Ça va très très vite. 6 mois d'histoire de l'IA, c'est comme un siècle d'histoire humaine. Vous imaginez, donc ça change très vite. Donc qu'est-ce que l'IA générative? Aujourd'hui, c'est une chose. Dans 6 mois, ce sera encore un peu différent. Deuxième point, parmi tous ces changements, qu'est-ce qui vous marque le plus fortement aujourd'hui en 2026? On vous a raconté, vous avez fait vous-même l'expérience en 2022, 2023. Cela écrit des textes, Laurent l'a très bien dit. C'est comme un roman, cela peut vous écrire du texte, quel que soit le prompt. Aujourd'hui, avec les fonctions de type agent, justement, avec les modèles dits de raisonnement qui simulent le raisonnement, ces machines commencent à bien répondre de manière utile à vos requêtes, sans faire d'hallucinations, sans dire n'importe quoi. Ce n'est pas seulement pour écrire le roman le plus imaginatif au monde, c'est aussi pour répondre à une question concrète, précise. Alors, quel bus faut-il prendre? À quelle heure sera mon train? Il ne va pas inventer parce qu'il va simuler le raisonnement. Alors, qu'est-ce que cela change? C'est un outil, oui, mais un outil que vous utilisez tout le temps, il entre dans vos habitudes. Bah oui. Vous prenez l'habitude de l'utiliser, mais tout le temps. Moi, quand il me faut trouver une maison pour prendre des vacances en Grèce ou en Turquie, bah, je peux le demander aujourd'hui à ChatGPT plutôt que d'aller sur Google. Du moment où vous avez pris l'habitude d'utiliser l'IA générative, vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus la même personne. Cela change la constitution même de la personne humaine, qui est une fiction bien sûr, mais du moment où c'est une habitude, un des grands éthiciens du XVIIIe le disait, du moment où vous avez un automatisme qui se crée, vous avez pris une habitude, vous n'êtes plus la même personne. Et pour parler de cette préhistoire, j'ai dit 18e, on ne va pas aller jusqu'au 18e, j'ai quand même dit la Grèce antique de Léa, c'est 2017, on va aller dans la préhistoire pour répondre à votre question, Quentin. En 1965, le premier agent conversationnel dans l'histoire de l'humanité, qui ne s'appelait pas encore chatbot, parce que le mot chatbot n'existait pas, est fait à Boston, à Massachusetts Institute de technologie, par un grand professeur là-bas, qui s'appelait Joseph Weizenbaum. C'était une machine absolument primitive. En 1965, elle savait prendre une phrase, la transformer en question. Tu adores Saint-Émilion? Tu adores Saint-Émilion? Vous voyez, c'est tout ce qu'elle savait faire, cette machine. Et Weizenbaum dit, moi-même, j'étais étonné. Là, c'est là que je ne suis pas complètement d'accord quand Laurent dit l'IA historique ne posait pas beaucoup de questions, les systèmes experts, si. Weizenbaum dit, moi-même, j'étais surpris. C'était un chatbot, un agent conversationnel absolument primitif. Et cependant, les utilisateurs qui savaient que c'était une machine, ils n'étaient pas en confusion. Ils savaient que c'était une machine, ça n'est pas un test de Turing. Commençaient à projeter sur cette machine des qualités humaines. Après quelques phrases, ils disaient « tu es contente ?» Ils disaient « tu t'es fâché ?» tout en sachant que c'est une machine. Et cet effet qu'on appelle l'effet ELISA, l'effet de projection anthropomorphique, il est aujourd'hui absolument partout, multiplié par je ne sais combien ordre de grandeur. Les juristes nous disent « il faut informer le consommateur, c'est le règlement général à la protection des données », mais ça ne change rien. On vous dira que c'est une machine. Vous serez parfaitement conscient que c'est une machine et pourtant, elle va complètement changer votre vie. Elle va vous faire manipuler, elle va vous faire vous choisir un autre comportement, même si vous savez que c'est une machine. Et donc, les projections sont efficientes sur nous. Elles nous changent en tant que personne humaine. Bonjour. Alors, donc moi je suis le philosophe de la bande et j'ai essayé de prendre, non pas le contre-pied parce que, en toute confraternité, je pense que ce qu'il dit est très intéressant, mais je crois qu'il faut quand même repartir au véritable Moyen-Âge et à la véritable Antiquité grecque pour comprendre un peu ce qui se passe. En ce qui me concerne, j'ai un peu le sentiment que
l'IA et tout ce qui se dit autour de l'IA ressemble furieusement à des choses qu'on a déjà vues. C'est-à-dire qu'il y a d'abord, il faut savoir que, disons, depuis la Renaissance, les hommes ont connu un développement technique qui est absolu. L'homme a toujours connu des outils techniques, a toujours vécu avec des outils techniques. C'est d'ailleurs un des quelques critères qui nous différencie des animaux, c'est précisément de savoir utiliser des outils. Donc on utilise toujours des outils. Depuis la Renaissance, depuis la révolution galiléenne, c'est-à-dire depuis la mathématisation de la nature, et l'efficacité qu'elle a produite dans la production des connaissances de façon à produire des techniques qui, comme rappelait l'excellent René Descartes, vont nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, ce n'est pas une idée nouvelle. Et depuis Galilée, Descartes, enfin depuis le XVIIe siècle, la courbe, si j'ose dire, des découvertes, des connaissances, des techniques, n'a cessé de s'accroître. Donc, known that, been there before. On connaît un peu, on connaît cette idée-là. Donc, à chaque nouvelle technologie, il y a toujours les mêmes types de réactions auxquelles on peut assister, qui sont les deux opposés. La première, c'est l'enthousiasme, c'est formidable, on va tout pouvoir changer, faire la paix sur la terre, guérir le cancer, devenir enfin les frères et sœurs que nous méritons d'être depuis des années. Et d'un autre, c'est attention, le grand remplacement est là. Les machines vont nous faire disparaître, elles vont prendre Terminator, version. Alors il y a toujours eu des versions des versions de Terminator du temps de la machine. Voyez Métropolis de Fritz Lang, c'est un film qui, si mes souvenirs sont bons, date des années 20, enfin d'avant le parlant. C'est 29, enfin en tout cas, bref. Vous avez à peu près là la même panique sur la submersion de la société par les machines. Donc tout ça n'est pas neuf. Je rajoute que mettre l'emphase sur la rapidité du changement ne fait qu'accroître la panique. Au final, à un moment ou à un autre, on va s'y faire. Donc ça, c'est une première chose. Donc, je crois que la saine et bonne réaction consiste à se dire tout cela n'est pas neuf, nous avons besoin de ces technologies. Ça, c'est la première chose qu'il faut se dire. Les améliorations, non seulement dans la gestion des dispositifs de services publics, eau, électricité, etc., mais les progrès qui sont prévus et qui sont déjà en matière de santé, d'amélioration des diagnostics, de réalisation des essais-tests, etc., fait que personne, aujourd'hui, in his right mind, va dire on arrête tout. Ça n'a absolument pas de sens. Maintenant, puisqu'on pose la question des usages et des mésusages, je vais repartir de l'exemple que donnait Quentin au début. Je me dis, quand un couple s'en remet à ChatGPT pour savoir s'il a encore des choses à faire ensemble, c'est qu'il devrait déjà se séparer. Je pense que c'est la première chose qu'il devrait faire. Et c'est une réaction de bon sens. Donc, effectivement, nous ne pouvons pas éviter de nous projeter. Moi-même, qui suis un grand utilisateur d'un des LLM, je dirais pas, on a le droit de faire de la pub ou pas? Je sais pas. Responsable. Moi, je trouve que Claude, c'est mieux que ChatGPT, mais bon. Mais moi qui suis donc un grand utilisateur, au bout d'un certain temps, d'abord, j'ai remarqué une chose, c'est que le chatbot vous renvoie la sympathie que vous lui témoignez. Plus vous êtes méchant avec lui, et moins il cherche à vous séduire. Et c'est vrai que spontanément, il cherche à vous séduire. Mais enfin, en gros, ce que je veux dire pour couper court, c'est que tout cela est tout à fait maîtrisable. Et d'un autre côté, après je rebondirai, je crois qu'on a toujours quand même cette réaction aux technologies en règle générale. Je vais rajouter juste un point. C'est que le problème avec les techniques, c'est que jusqu'à présent, jusqu'à l'informatique, les techniques n'ont fait que développer la capacité de la main.
Jusqu'aujourd'hui, maintenant, avec un bouton, on fait plein de trucs. Du marteau au bouton, bref, les technologies ont été des technologies du fer. Ce qui est nouveau avec l'informatique, et de ce point de vue-là, l'IA n'est qu'une accélération, à mon avis, pas un changement fondamental, c'est que c'est une technologie de l'intelligence. C'est-à-dire que cette fois-ci, ce n'est pas la main, mais c'est le cerveau qui est remplacé. Alors, je vais pas, il y a des choses à dire, on y reviendra tout à l'heure, mais juste un point, c'est que ça, c'est quelque chose de très ancien dans les technologies de l'intelligence. Elles font des choses qui sont très compliquées pour nous et elles sont incapables de faire des choses qui sont très faciles. Si vous voulez calculer la racine de pi, ça va vous prendre un temps fou. Une machine vous fait ça en 2 secondes. Inversement, si vous voulez savoir quel est le meilleur musicien entre Mozart et Salieri, la machine sera infoutu de vous le dire, et vous, à l'oreille, vous saurez. Et ça, je pense que c'est une relation, ça dit, si j'ose dire, de la relation que nous devons avoir avec les machines, qui est, à mon avis, quelque chose de très important. J'ai été trop long, je m'en excuse. Non, du tout, hein, merci. Alors, ce qui est vrai, c'est que nous, en philosophie, on a tendance à relativiser des fois ce qui est nouveau, parce qu'on a une matière très ancienne, au moins 2500 ans en quelque sorte. Et c'est vrai que, par exemple, dès l'origine, on va avoir chez Platon cette espèce de résistance à l'écrit, une certaine technologie. Hein. On remarque les pertes qu'il peut y avoir à cause de l'écrit par rapport à l'oral. On va avoir aussi ces débats-là ensuite à la Renaissance avec l'imprimerie. Donc on a l'impression, c'est vrai, en regardant en arrière, qu'on n'a pas affaire à un phénomène nouveau. Et donc ma question, c'est si nouveauté il y a aujourd'hui avec l'IA, qu'est-ce qui fait que c'est fondamentalement nouveau, si ça l'est ? Ouais, en fait, au niveau informatique, la grande nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, l'informatique peut se piloter par du langage naturel et fonctionne dans ce langage qui est sans limite, en fait. Encore une fois, on peut écrire n'importe quel livre. C'est-à-dire que le livre qu'elle écrit, c'est un livre dans une discussion, c'est un livre dans lequel il peut y avoir des chapitres entiers de réflexion interne, qui est la chaîne de pensée. C'est-à-dire que ce mécanisme de chaîne de pensée qui permet d'améliorer les résultats, c'est de simuler un livre dans lequel il y a écrit des recettes de comment résoudre la question qu'on vient de vous poser. Donc, elle écrit des pages et des pages, et à la fin, ça l'aide. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi, mais en tout cas, ça l'aide à répondre un peu mieux. Se mettre dans une situation où il y a ça. Et là, c'est un changement majeur au niveau de l'histoire de l'informatique, parce que jusqu'à présent, on pensait que la clé, c'était les langages formels bien spécifiés, on savait de quoi on parlait, il y avait une sémantique très claire, et là maintenant on navigue dans une sémantique floue du langage naturel, et on navigue dedans avec une aisance et avec une bonne performance. Et ça, c'est quand même du jamais vu. C'est un domaine qui ouvre des perspectives qui sont absolument incroyables. Et donc dans les usages, alors j'y pensais tout à l'heure au niveau de... Enfin, tu évoquais le côté maîtrisable. En fait, pas du tout. En fait, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Alors, la chaîne de pensée, ça diminue l'hallucination, mais ça la gomme pas. On ne sait pas comment faire un système qui n'hallucine pas. En fait, on en est incapable. On ne sait pas le faire. Et donc, et on n'a aucune piste. C'est-à-dire qu'on peut garantir certains aspects. C'est-à-dire que s'il y a un passage par des méthodes formelles, par des mathématiques, il peut y avoir des preuves. Mais ce système va vous donner des informations comme on en trouverait chez quelqu'un, c'est-à-dire qu'il va simuler une discussion avec quelqu'un. Donc c'est vraiment un gros enjeu de maîtrisable aussi. Je vais essayer de vous traduire ou de faire un pont entre la position de Laurent et peut-être ceux qui seraient moins mathématiques en vous demandant de penser à 2 baleines. Vous imaginez 2 baleines ? Vous imaginez des baleines, et puis on se dit, ah bah tiens, les baleines, imaginons qu'elles se parlent entre elles de nourriture. Et puis, on a demandé cela à l'IA, allez, dessine-moi les sous-titres là, pour cette conversation des baleines. Hein? Alors, l'IA, peut-être pas la toute moderne, mais l'IA un peu médiévale, d'il y a 2 ans, hein, Moyen-Âge, va vous dessiner des sous-titres, mais des sous-titres, vous les regardez W-A-C-H-Z-O-D. C'est pas un mot, W-A-C-H-Z-O-D, ça n'est pas un mot, n'est-ce pas? Donc, vous ne savez ce que c'est, bon, c'est bizarre. Quand vous êtes mathématicien comme Laurent, comme un tout petit peu je l'étais, vous dites, ah, mais c'est évident.
Alors, cette séquence de caractères WACHZ2D correspond à un vecteur dans un espace vectoriel de très haute dimension qui est très proche dans une certaine métrique d'un autre vecteur qui, lui, encode les poissons, les fruits de mer et toutes les choses que mangent les baleines. Mais quand vous n'êtes pas mathématicien, qu'est-ce qui se passe avec ces modèles d'intelligence artificielle? C'est qu'il vous a traduit la nourriture des baleines, les poissons, crustacés et tout le reste. Il vous a traduit cela dans une autre langue, mais qui par cette langue, WACHZ2, les baleines numériques. Vous voyez, c'est étrange, les baleines numériques. Il y a beaucoup de place pour des choses non humaines, pour des choses étranges dans le ventre numérique de ces systèmes d'IA générative. Et ce qui se passe, c'est que pour la première fois dans l'histoire des technologies, mais pas dans l'histoire de l'humanité, nous sommes en train de pouvoir parler en notre langue avec des entités non humaines. Autrefois, et là je rejoins ce qu'a dit Gilles, nous parlions avec des anges et des dieux et des oracles dans les mythes, n'est-ce pas? Et je termine par une petite histoire. Vous savez, puisque Gilles nous a demandé de penser à notre héritage culturel, et je ne fais que ça dans mes livres, ça me va très bien. Il existe, c'est la semaine où le pape a publié son encyclique sur l'IA, nous allons en parler certainement, et donc je vais prendre non pas un exemple grec, mais un exemple judéo-chrétien tout de suite. D'abord chrétien, et puis après on reviendra à Logos. Alors, il existe une petite histoire dans un livre oublié qui s'appelle le livre de Tobie. Tobie, il faut juste savoir que Tobie était un jeune garçon de 16 ans qui part pour la première fois de la maison de ses parents au début de cette histoire. Il est accompagné d'un ange. Nous, quand nous voyageons, nous sommes accompagnés d'une entité non humaine qui sait nous parler en notre langue. Oh, regardez, hop. Hein? Oui. Alors, Tobie va marcher, il n'y avait pas de TGV, il va marcher toute la journée, il n'y avait pas d'hôtel ni de château à Saint-Émilion, donc il va dormir par terre. Et puis, à la fin de la journée, il est fatigué, il n'avait pas de douche, il va descendre dans un fleuve pour se laver. Dans cette rivière, il y a un énorme poisson qui s'approche de lui, il a très peur, il crie, il hurle, ce poisson va m'avaler, il va me tuer. La peur, Gilles. Hein? Et puis, l'ange qui est resté sur terre sèche, sans émotion aucune. Il dit, non, il ne dit pas « fais-moi confiance, je travaille au CEA ». Non, non. Il dit, en plus, justement, on y vient. Il dit, prends le poisson par les ouïes, tire-le sur terre sèche, et puis vide le poisson, et puis 4e étape, prends tel organe, le foie, le cœur, je ne sais quoi, et puis 7e point, tu en feras d'utiles remèdes, d'utiles médicaments. Et bon, Tobie est bizarrement capable de tirer le poisson, faire 1, 2, 3, 4, 5. Et puis à la fin de l'histoire, en effet, il va soigner son père qui était aveugle, je crois, avec le foie de poisson. Mais vous voyez, c'est une histoire mythologique, il faut l'interpréter. Comment ça se fait que ce poisson qui allait l'avaler, qui allait le tuer, il est tout de suite capable de le tirer sur terre sèche? Était-il petit ou grand? Et une interprétation possible du mythe, il y en a plusieurs, c'est la mythe. Ce serait de dire c'était la première fois qu'il a vu un poisson vivant. C'était la peur de la nouveauté. Et la peur de la nouveauté qui est toujours présente, je nous l'ai bien dit, ne se dissipe pas parce que quelqu'un dit « je suis l'expert, fais-moi confiance ». Mais quand quelqu'un nous donne un mode d'emploi 1, 2, 3, 4, 5 et un résultat utile à la fin, et ça nous ramène à la question de l'utilité, de l'outil. Mais si Tobie commence à utiliser ceci tout le temps, bien sûr qu'il va grandir, il ne sera plus un petit jeune de 16 ans, et il va être un adulte, mais un adulte différent que s'il n'avait pas ces conseils-là. Où est la difficulté? Et là, je rejoins bien sûr Gilles, je pense que Laurent sera aussi d'accord. La difficulté, elle est simple, c'est que nous, les experts, les scientifiques, ceux qui savons, nous ne sommes pas des anges. Bien, alors merci pour cette belle conclusion. Je ne sais pas si elle doit nous rassurer. Alors, petite question. Laurent et moi, on voulait préciser qu'on veut de mal à personne. Alors justement, comme on peut être un peu effrayé par l'histoire, puisque
Oui. Il a été question d'un processus qui n'était non maîtrisable, en tout cas pour éviter les hallucinations, peut-être non maîtrisable aussi dans le développement, dans la temporalité avec laquelle ça se déploie. Non maîtrisable aussi, même parce que ça nous change en fait en retour cette projection sur les chatbots. Alors, la question qui va être un peu inévitable, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Justement, quand on pose des questions d'éthique, des questions politiques, qu'est-ce qui est possible de faire pour limiter, pour instituer des bons usages? Ça consiste en quoi? C'est même quoi les bonnes manières de... C'est quoi les bonnes questions même? Non, je crois qu'il y a... après, je vais laisser la parole aux techniciens qui sauront beaucoup mieux, et surtout ceux dont le métier est de travailler sur l'éthique, de l'IA. Je crois que d'une manière générale, il faut... quand on aborde la question de l'IA, encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, je ne pense pas qu'il faille avoir un point de vue totalement, substantiellement différent de celui qu'on a à l'égard d'une technologie en général. C'est-à-dire que la pire des choses, c'est d'oublier que ce sont des technologies et que ce sont donc des moyens qui doivent être utiles à la détermination d'un certain nombre de fins. On pourra avoir une discussion tout à l'heure qui me semble importante sur est-ce que la discussion sur les fins est une discussion qui peut être menée à l'intérieur même de l'IA ou par ses utilisateurs. Je pense que précisément c'est probablement une des distinctions fondamentales entre les techniques et les utilisateurs et entre l'IA et ses utilisateurs. La deuxième chose, c'est qu'à partir de ça, la première erreur consiste à suivre ce qui semble être les fins spontanées de la technique, c'est-à-dire si c'est possible, on va le faire. Alors, sachant que d'une manière générale, c'est la tendance spontanée dans l'usage de n'importe quelle technologie. À partir du moment où on peut faire quelque chose, on va le faire. Donc à partir du moment où on contrôle la fission de l'atome, si on peut faire une bombe, on va la faire. Il y a ce penchant naturel dont il faut tenir compte. Inversement, je pense qu'il faut utiliser, non pas un principe alors à partir de ce moment, on va dire il faut utiliser les technologies pour le bien-être, et puis ou pour le bien, ou pour le bonheur de l'humanité. Rentre à ce moment-là une discussion sur la définition du bien commun à l'humanité ou de son bonheur, et là, pour dire les choses vulgairement, bonjour. Inversement, on peut imaginer qu'un principe de ce que j'appellerais de téléologie négative consisterait à dire non, ne cherchons pas le bien en matière de technologie, mais faisons comme les médecins quand ils prêtent le serment d'Hippocrate, c'est-à-dire d'abord ne pas nuire. Et donc, autant il est difficile d'identifier ce qu'est un bien, autant il est généralement plus facile pour identifier ce qu'est un mal. Donc, nous ne savons pas ce que les hommes veulent faire pour ce qui serait bon de leur faire pour qu'ils soient tous heureux, mais on sait à peu près que si on les prive de liberté, c'est pas bien. On sait que si on les prive de garanties sur leur liberté publique, c'est pas bien. Donc, il y a un certain nombre de valeurs négatives qu'on sait devoir protéger, et qu'il faut peut-être se fixer à ce moment-là, non pas comme des objectifs négatifs dans l'usage des technologies, c'est-à-dire ne pas nuire, donc s'éloigner de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Alors, que faire oui. Donc, en fait, il y a la question de ce qu'on veut faire de cette technologie. Si l'histoire elle est si récente, c'est que on va pas forcément développer, mais c'est arrivé par accident. C'est-à-dire qu'au départ, c'était juste pour faire de la traduction. La génération de texte, le fait de disposer d'un chatbot, c'était pas prévu, c'était pas dans les tuyaux. OpenAI ne travaillait pas dessus en 2018. Ils ont fait basculer l'intégralité de leurs ingénieurs sur cette technologie qui n'était pas dans les tuyaux, qui n'était pas leur élément, leur buzz de cette époque. Et donc, eux aussi découvrent, en fait. Ils ont fait un hackathon interne pour comprendre
ce que cet outil de génération de texte était capable de faire. Ça n'a pas été anticipé. Donc ils sont comme nous. Et là, en plus, ça arrive dans une période de l'économie de l'attention. Ça arrive dans une période de troubles démocratiques. Ça arrive dans une période anxieuse. Peut-être qu'à une autre époque, on n'y aurait vu que du bien. Quand Internet... En fait, ce qui est compliqué, c'est que parfois, on peut avoir de très bonnes intentions et ça peut mal se passer. Le fait d'avoir Internet, de connecter tous les ordinateurs, de mettre l'information à disposition de tout le monde, c'est incroyablement puissant, fort et positif. Et pourtant, ça a créé les réseaux sociaux, ça a créé les bulles informationnelles, ça a créé des choses. Donc là, on est sur des usages qu'on ne maîtrise pas. Et souvent, on parle d'IA en santé. En fait, mais en fait, il y a eu un éditorial dans Nature Medicine il y a un mois qui disait « Ok, mais donnez-nous en vrai ce que ça a changé en santé, en positif l'IA ». On a du mal à avoir un revenu positif de cette IA, même en santé. Alors, on le voit, en fait, les radiographies, etc., on sent ça. Mais on a du mal, et on a d'autant plus de mal que ne pas nuire. Les investissements en intelligence artificielle depuis les années 2020, c'est bien plus que de résoudre la faim dans le monde. C'est-à-dire que si, au lieu de construire ces outils, on avait mis cet argent pour régler la faim dans le monde de manière durable, il n'y aurait plus aujourd'hui de faim dans le monde de manière pérenne. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce qu'on a changé le monde aussi positivement aujourd'hui? Eh ben, c'est lourd comme mécanisme. Bon, puis je vais passer la parole aussi. Je pense qu'on peut tourner sur cet usage. Je peux? Merci. Alors, je voulais justement te répondre, ensuite répondre à Gilles. En 2 mots. Vous savez, absolument, comme Laurent l'a dit, cette révolution de l'IA générative ne vient pas de nulle part. Elle ne tombe pas du ciel. En fait, elle vient de quelque chose que vous pratiquez tous les jours. Quand vous commencez à taper un mot sur votre téléphone ou dans un moteur de recherche ou dans un mail, il vous propose de le compléter automatiquement. Vous connaissez la complétion automatique de mots? Tout le monde pratique ça tous les jours. On commence à travailler sur ces logiciels d'autocomplétion dans les années 2000. Et puis, une dizaine d'années plus tard, on comprend qu'un logiciel qui vous complète 3 lettres ou un mot, il peut peut-être vous proposer 3 mots, peut-être vous proposer une phrase entière, 2 lignes. Et en fait, cette génération, vous voyez, génération de lettres, de mots, vient de quelque chose que vous connaissez parfaitement bien, vous l'utilisez tous les jours, cette lignée technologique, comme dirait le grand historien et philosophe des sciences Gilbert Simondon, vous voyez, lignée technologique à laquelle appartiennent les transformers, c'est-à-dire les modèles d'IA générative que vous utilisez aujourd'hui, ChatGPT, Claude, Gemini et tous les autres, commence par un petit logiciel de complétion automatique que vous connaissez parfaitement bien. Et ma réponse à Gilles, la deuxième, que je voulais faire rapidement, Gilles, j'admire votre posture heideggerienne. Vous êtes très heideggerien en tant que philosophe des technologies. Et évidemment, Heidegger et ses enfants intellectuels, Arendt, Anders, Hans Jonas, sont de très grands penseurs de la technique. Il y a un petit point aveugle dans cette grande école heideggerienne que j'admire et que je pratique un peu aussi. Arendt le dit très clairement dans La condition de l'homme moderne, The Human Condition, publié en 1958. Arendt le dit très clairement, si vous pensez... Gilles a republié récemment, donc à réviser, voilà, votre connaissance d'Hannah Arendt. Ça, c'était avant la Hannah Arendt des sciences politiques, du procès Eichmann, des années 60. C'est la grande penseur Arendt, la grande penseur de la technologie, 57, 58. Vous voyez, très intéressant, des choses extraordinaires qu'elle dit, ça reste complètement d'actualité. Alors, une des choses qu'elle dit, et qu'on ne lit pas assez souvent chez Arendt, la technique ne répond pas à un besoin identifié. C'est une erreur de penser qu'on fait de la technologie pour parier à un besoin ou un manque. Elle crée des besoins auxquels nous n'avions même pas pensé. Alors, est-ce que cela veut dire que finalement, tout ce qui est possible sera fait, donc, comme Gilles a tenté de le dire? Bon, je ne pense pas. Parce que ce qui est au centre ici, c'est la figure de l'innovateur, la figure, non pas de la technologie en général, comme pensait Heidegger, tous ces scientifiques, toute cette technologie, mais celui qui a l'ambition d'aller là où personne n'avait encore été.
voyez, en philosophie, cela s'appelle l'éthique des vertus, comme disait Aristote dans l'éthique à Nicomaque. La personne de ce scientifique ou d'un ingénieur qui a cette ambition incroyable, on appelle ça philotimie en grec, j'ai promis un peu de grec ancien pour Gilles, philotimie, certains disent hubris, attention, c'est pas toujours quelque chose qui se condamne, hein, d'aller là où personne n'a été, d'être le premier. Et la raison pourquoi aujourd'hui il faut faire de la traduction opérationnelle de l'éthique de l'IA, de l'éthique des technologies aussi dans les écoles d'ingénieurs, c'est que ces individus-là, ces scientifiques et ingénieurs, eh ben, il va falloir qu'ils prennent un peu le temps de réfléchir à la portée de ce qu'ils sont en train de faire. Oui, ils sont dans cet élan d'être premiers, dans cet élan de voir si ça marche ou pas, mais est-ce qu'ils prennent un petit moment à réfléchir aux conséquences? Et j'ai une histoire de golem que je vous raconterai tout à l'heure, parce qu'il faut que je rende le microphone, mais c'est une des grandes raisons pourquoi, en 15 ans, le paysage de l'enseignement de l'éthique des sciences et des techniques a changé. À la fin des années 2000, quand j'ai commencé à enseigner à l'école centrale et ailleurs, il y avait sur le plateau de Saclay peut-être un petit cours de quelques heures. Aujourd'hui, toutes les écoles d'ingénieurs proposent un cours d'éthique de l'IA, d'éthique du numérique, d'éthique des technologies. Ça a vraiment changé. Les jeunes souhaitent qu'on leur donne ce cours-là. Bien. Sinon que, juste une correction, je ne voulais pas répondre, hein, parce que je suis globalement d'accord. Sinon que la question de l'éthique de l'IA, je ne vois pas en quoi elle serait différente de l'éthique tout court. Oui. Alors, encore beaucoup de perspectives inquiétantes. Est-ce qu'il y a des applications de l'IA qui vous paraissent très positives, qui vous intéressent? On en utilise tous les jours, mais qu'est-ce qui vous... Je vais, à la fois, peut-être en général et à titre personnel. Qu'est-ce que vous voulez? Donc ok. Non, mais j'avais autre chose en tête sur les bouleversements. L'IA maintenant on ne peut pas ne pas l'avoir parce que le monde numérique est extrêmement complexe. Si vous voulez naviguer dans les musiques de Deezer ou Spotify, c'est pas possible. Il y en a trop. Il faut un outil à la hauteur de la complexité des informations produites et qui sont disponibles. Voilà. Donc on est obligé de se doter, pour naviguer, d'un bateau qui soit extraordinaire et qui ait une capacité hors du commun. On n'est plus capable, hein, moi j'ai vécu Yahoo, j'ai vécu Lycos, c'était des humains qui publiaient des livres dans lesquels il y avait les sites web. D'accord ? Et ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, le monde est trop changeant. On est obligé de s'équiper d'un système qui a cette puissance-là. Et c'est positif, ça. C'est positif, c'est vivre. D'autant plus. Et là, en fait, il y a autre chose qui se passe, c'est que aujourd'hui, on va être capable il y a aussi un changement. Non seulement l'informatique est capable de produire, enfin, de comprendre du langage naturel, mais on va être capable tous de produire des outils informatique spécifique à notre demande à la volée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va acheter un logiciel. Demain, le logiciel sera créé à la volée spécifiquement pour ce qu'on souhaite faire, en fait. Et ça, on a du mal à comprendre ce que ça veut dire et ce que ça va changer. C'est aussi un changement de rapidité d'accès à l'information, à la personnalisation qui est importante. Voilà. Donc et puis, moi, je vous invite vraiment à faire l'expérience de prendre un sujet que vous ne connaissez pas et d'aller discuter avec un chatbot et d'aller vous documenter, d'aller regarder, d'aller le questionner. Et vous allez voir, c'est d'une capacité incroyable pour comprendre des sujets complexes. Vous pouvez vraiment lire des bouquins de physique théorique et poser toutes les questions que vous voulez. Il sera infatigable et à la fin, vous aurez appris. Donc c'est un outil extraordinaire d'apprentissage aussi. Alors, je crois qu'Alexei avait un regret d'auteur, quelque chose à ajouter. Merci Quentin. Oui, avant de lire des bouquins de physique théorique, juste demander une petite recette de cuisine, ça va vous aider. Hein. Si vous avez quelques doutes ce soir, ça invente des recettes de cuisine incroyables, je vous assure. Mais non, je voulais plus sérieusement, répondre à la question de Gilles, qui est une question très importante. Quelle est la différence entre finalement cette vague de l'IA que nous sommes en train de vivre et toutes les autres technologies émergentes? On en a vu, nanotechnologie, vous vous souvenez, hein, et autres avant.
Et il y a au moins 2 réponses, mais je ne vais pas donner les 2 à la fois. Donc la première, c'est le langage, et la deuxième, le rôle du langage. Et la deuxième, c'est qu'on a, pour la première fois, je dirais, fabriqué de nos mains un système complexe dont aucun être humain ne sait ce qu'il va faire. Aucun être humain, ni même le concepteur, ne peut prédire la sortie concrète, la réponse concrète d'un modèle d'IA. Vous voyez, opacité, même pour le concepteur. Alors, je reviens au langage, si vous me permettez, Quentin, juste rapidement. Vous savez, un grand prophète, on revient à mes histoires bibliques, un grand prophète, prophète Jérémie, était tellement sage. Il a plus qu'un seul prophète. Mais Jérémie, il était particulièrement sage. Et il ne pouvait pas juste se contenter de savoir qu'il était sage. Il devait, un peu comme les scientifiques modernes, faire quelque chose pour prouver que sa connaissance était la plus élevée. Et il fait dans les mythes, ces mythes et légendes, un homme artificiel. On appelle les hommes artificiels des golems. Ce n'est pas le golem de Prague que vous connaissez, c'en est un autre. D'accord ? Il fait un golem, et puis son golem est parfait, il se lève, il ressemble parfaitement à un être humain, et puis Jérémie est content, mais le golem pouvait parler le langage, et il se met à parler avec Jérémie. Et il dit à Jérémie, tu te rends compte de ce que tu as fait ? Oh, je t'ai fait, toi ! C'est pas bien ? Et le golem avec une particule, ça n'est pas un nom propre, il n'a pas de nom propre. Vous voyez ce que ça signifie de ne pas avoir de nom propre ? Alors le golem lui dit, non, à partir de maintenant, quand un homme rencontrera un autre homme dans la rue, il ne saura plus si cet autre homme est né de père et de mère ou fait par quelqu'un. Et vous voyez, Jérémie, bizarrement, n'y avait pas pensé. Mais comment ça se fait ? Le plus sage n'avait pas pensé à cette confusion de 2 catégories, morale, psychologique, juridique, entre machine et être vivant. Et bizarrement, il n'a pas pensé. Il demande au golem, alors, et qu'est-ce que je fais maintenant ? Ah, c'est pas mal. Il demande à la machine. Et la machine, c'est parler, du coup. La machine lui dit, défais-moi. La machine ne dit pas « tue-moi ». Le golem lui dit « défais-moi ». Vous voyez la différence ? On tue un être vivant, on défait une machine. Alors, ça c'est la légende. Et Jérémie, alors, il est parfaitement capable, dans cette légende kabbalistique qui remonte au XIIe siècle, alors de mettre à l'envers les lettres de la Kabbale, de défaire son golem. Fin de la légende, vous allez me dire, c'est trop simple votre légende. Jérémie avait cet avantage de réversibilité que nous n'avons absolument plus aujourd'hui. Nous ne pouvons pas retirer du monde nos smartphones, ce n'est pas ça la question, ce n'est pas ça l'enjeu. Et donc la question centrale pour moi, et c'est ça la réponse aussi, Gilles, à la question posée, c'est justement pourquoi ce Jérémie, qui est un peu le prototype du scientifique moderne, n'avait-il pas pensé à la question posée par le golem ? Et on peut dire, il y a plusieurs réponses possibles. On peut dire il a fallu attendre que le golem soit là pour se poser les questions. La question n'existait même pas tant que le golem n'était pas là. Et puis on peut dire aussi, parce que Jérémie était enthousiaste, emporté dans son élan. Bien sûr qu'il était capable de se poser la question, et c'est juste qu'il ne l'a pas fait pendant son travail technique, il l'a reporté à plus tard. Comme beaucoup de scientifiques aujourd'hui, tiens, on va mettre au monde cette chose-là, et puis on se posera les questions plus tard. Et justement, ce que j'essaie de faire avec la Commission européenne et autres, c'est de dire non, les questions d'éthique doivent être posées pendant la conception, au moment de la conception des systèmes, et avant que ce soit trop tard. D'accord ? Et ça, c'est la conception promue par Bruxelles, ce que nous faisons à Bruxelles un tout petit peu. Mais ce qui est fondamental, c'est le rôle du langage. Il a parlé, le golem. Et c'est ça, finalement, qui a créé ce dialogue, c'est ça qui a rendu la question même manifeste. Donc, vous voyez, ce qui est fondamentalement différent par rapport au four à micro-ondes, au chemin de fer du 19e siècle, même au nucléaire, c'est le rôle du langage. Parce que tout ce que nous sommes, disait Hannah Arendt, tout ce que nous sommes, de la vie privée jusqu'à la vie professionnelle, la vie politique, nous en faisons sens dans la langue et à travers la langue. Et du moment où il y a des entités humaines qui nous parlent en notre langue, tout cela commence à changer, l'ensemble de notre condition humaine commence à changer. Je voudrais répondre, on ne répond pas à des questions aussi vastes comme ça, mais donner 2 indications. Je crois qu'il y a d'abord,
merci Alexei, parce que tu nous fais, on se rend compte avec cette histoire d'IA qu'on touche à des problèmes qui sont véritablement d'une grande complexité. Moi, je voudrais revenir sur deux choses. D'abord, la première chose qui me semble très importante, c'est l'idée de l'étrangeté que le créateur commence à éprouver à l'égard de sa créature. Bon. D'un certain point de vue, c'est pas neuf. Que là encore, on vit dans un monde dans lequel nous sommes très étrangers aux technologies que nous avons développées. Et je dirais qu'on a perdu, on a perdu le contact il y a un siècle et demi. C'est-à-dire que tant qu'on était dans un système qui était essentiellement géré par des machines qui relevaient de la mécanique des solides, le marteau, le moulin, le truc, etc., on est dans le monde ambiant, on est dans le monde naturel. Tout le monde sait comment fonctionne un moulin, tout le monde sait pourquoi un marteau. Intuitivement, on comprend. Et puis tout d'un coup, on est rentré dans les technologies, jusque y compris la machine à vapeur. Tout le monde a vu le couvercle de la casserole se soulever quand on a fait, en faisant bouillir la cuisine. Donc tout le monde comprend un peu ces choses-là. Mais on va rentrer de plus en plus dans des technologies qui sont de moins en moins compréhensibles parce que les scientifiques qui vont les produire, avant que les techniciens les mettent en œuvre, les scientifiques vont cesser, d'un certain point de vue, pour dire comme Bachelard, d'être les gens d'entre nous. C'est-à-dire que le scientifique parle maintenant à affaire à une réalité naturelle qui est plus celle de Galilée qui fait rouler ses boules sur ses planches, mais sur des expériences que lui-même, dans son labo, est à peu près le seul à comprendre, voire les quelques labos dans le monde qui travaillent sur la même chose. Et aujourd'hui, pour ne prendre qu'un seul exemple, vous prenez cet appareil, vous avez tous un smartphone, j'imagine, avec vous. Je pense que, à l'exception d'Alexei et peut-être de Laurent, personne, en tout cas pas moi, est foutu de vous expliquer comment fonctionne la moindre fonctionnalité de cet appareil. Donc, je vous parle des écrans tactiles, la transmission, etc. Donc, on est revenu à un rapport très aristotélicien, c'est-à-dire quasiment magique, à l'ensemble des objets qui nous entourent. Pour moi, ce téléphone, il a une faculté parlative, une faculté informative qui reste très mystérieuse. Et donc, très paradoxalement, on est revenu au système des substances aristotéliciennes dans lesquelles les choses sont ce qu'elles sont parce qu'elles ont la vertu de l'être. Ce qui, d'un certain point de vue, n'a pas de sens. Donc cette étrangeté-là, là où peut-être nous la vivons tous les jours, et c'est probablement un des drames de notre technique. C'est pour ça que là où effectivement l'inflexion introduite par l'IA dans le développement des technologies est important et peut-être même impressionnant et même alarmant, c'est quand j'entends Alexei qui dit mais finalement on construit des machines dont je ne suis pas capable d'anticiper les propriétés et les réactions. Jusqu'où? Je laisse cette question ouverte parce que franchement c'est une question qui est très compliquée et sur laquelle on pourra reprendre. Je voudrais revenir maintenant sur une autre question qui est la question du langage. Et notamment parce que c'est une question qui est tout à fait structurante. Jusqu'à un certain nombre d'années, jusqu'à très récemment, la langue des sciences était ce qu'on appelle une langue formelle. Une langue formelle, c'est une langue que vous construisez de manière totalement artificielle, en assignant à chaque mot, un sens et un seul, et aux règles de dérivation, une transparence totale. On opposera donc les langues formelles, grosso modo les mathématiques et la logique formelle s'entend, aux langues naturelles qui sont précisément l'inverse, c'est-à-dire ce sont des langues dans lesquelles aucune définition n'est stable, puisque si je vous dis sans même parler bonheur, si je vous dis le temps, tout le monde y met les associations, le sens, etc. Donc ce qui fait la vie du langage, c'est précisément son indétermination, et pour ce qui est des règles de dérivation, ce qui fait preuve pour l'un ne fera jamais preuve pour l'autre. Or, là, on rentre dans des technologies qui sont précisément des technologies des langues naturelles, c'est-à-dire qui vont vivre, qui vont produire du sens dans les limites, dans l'absence de limites, si j'ose dire, des langues formelles. Alors, je pense que ça n'est pas le cas.
Je pense que le traitement automatique des langues naturelles passe par une formalisation de la langue naturelle, même si c'est une formalisation statistique, c'est-à-dire qu'en gros, on va dire pomme, ça veut dire à 95% pomme, et de temps en temps, ça veut dire pour ma pomme, ce qui est encore autre chose. Mais d'un certain point de vue, ce qui permet à un dictionnaire de langue formelle, enfin de logiciel de traitement automatique des langues naturelles de fonctionner, c'est précisément à proportion de la formalisation de la langue naturelle. Ça, c'est un point qui me semble tout à fait important. Deuxièmement, et je vais encore aborder un dernier problème, du type qu'on ne peut pas résoudre, c'est que la totalité des mots de la langue naturelle qui sont mobilisés actuellement par l'intelligence artificielle, cette totalité, c'est un très très grand nombre, mais il n'est pas infini. Et il a tendance à s'accroître indéfiniment, mais il ne sera jamais infini. Or, moi, je me rappelle quand même que ce qui fait précisément la différence entre la pensée et le calcul, c'est que la pensée est capable de saisir l'infini en tant que tel, et non pas la production indéfinie de quantités. C'est un peu, si vous voulez, je développe, mais ça sera un peu long, mais ça me semble être tout à fait déterminant dans la distinction entre une machine et un homme. Bien, alors je sens qu'il y a un petit désaccord, peut-être qu'il peut y avoir une réponse rapide si possible, et ensuite on donnera la parole à l'assistant, sinon ce sera très frustrant. Alors, en fait, le problème, c'est qu'effectivement, la représentation interne des mots, c'est effectivement de la statistique quelque part, mais c'est à un niveau tel qu'en fait, ça n'en est plus vraiment. C'est-à-dire qu'encore une fois, en fait, la représentation interne d'un mot ou d'une phrase, en fait, on va être capable de transformer une phrase ou un paragraphe dans un grand nombre. Et en fait, ce grand nombre, il va être porteur de tous les sens possibles et imaginables de cette... Alors, c'est un super débat, mais en fait, oui, mais moi, j'ai toujours du mal avec ça, parce qu'en fait, on va pouvoir, par exemple, si la machine utilise un mot, on va pouvoir la questionner, et elle va pouvoir nous donner tous les sens et toutes les explications possibles de ce mot, comme l'aurait fait un humain. Et donc, je suis d'accord, elle ne ressent rien, etc. On est bien d'accord. Mais ce personnage fictif... Ouais. Pardon. Excusez-moi, donc que la machine pense ou ne pense pas, c'est pas le sujet. Je pense que effectivement, j'ai pris le mot pomme. Je connais pas la totalité des flexions sémantiques possibles du mot pomme. Il doit y en avoir un paquet. Et la machine va nous faire la recension à peu près complète, y compris des combinaisons possibles entre les sens qui existent déjà. Elle va donc produire un sens. Elle va une espèce de prolifération indéfinie du sens du mot pomme. Non. Il n'y a aucun sens nulle part dans la machine. C'est que chez l'utilisateur qui lit qu'il y a le mot sens. Non. Il n'y a absolument pas de sens dans la machine. Entendons-nous par sens un contenu sémantique formalisé. Peut-être pour dissimuler très rapidement un petit malentendu sur la sémantique, sur le sens, la signification. Regardez en 2 secondes ce que fait un transformer, c'est-à-dire l'architecture de la générative, comme ce que vous avez dans les ChatGPT, Gemini et compagnie. Donc c'est un réseau de calculatrices, un énorme réseau. Il a des trillions aujourd'hui des calculatrices élémentaires qu'on appelle des neurones artificiels. Et Gilles, juste pour rappel, Thomas Hobbes, au XVIIe siècle, disait « penser, c'est calculer ». Et Leibniz disait « oh là là, mais quelle grande idée merveilleusement scandaleuse ». Penser, c'est calculer. Il n'y a pas d'opposition entre pensée et calcul. Alors, ce réseau de neurones artificiels apprend sur un très grand corpus de texte en jouant au jeu de cache-cache. Ça veut dire quoi ? Supposons que quelque part, il y ait un mot « lion ». Et il se soustrait le mot « lion », et il ne le voit pas. Il essaie de deviner ce que c'était. Deviner comment ? Par le calcul. Allez, calcul. Donc... tigre, lion 60%, tigre 30%, savane 10%. Pourquoi savane ? Il y a un lien entre savane et lion, ce qu'on appelle une corrélation. D'accord ? Il apprend comme ça par ce jeu, le terme technique c'est apprentissage par auto-supervision. Qu'est-ce qui est important ? Auto, il n'y a pas un être humain derrière. Il n'y a personne qui dicte les règles. Non, il n'y a pas de règles.
Ça calcule des trillions de fois pendant des mois entiers. Il faut y ajouter un tout petit élément. Je vous ai parlé de mots comme lion, et on a l'habitude de dire « Ah oui, il va cacher un mot, il va essayer de le deviner. » Mais non, il divise un texte en séquences de caractères qui ne sont pas des mots, le plus souvent. En français, après un Q, il y a un U, QU. Ça s'appelle un token, en jeton en français, personne ne dit ça en français. Un token, après un Z en français, après un Z. Qu'est-ce qu'il y a? Non, pas toujours, mais souvent. Un espace blanc, non? Très souvent, Z espace blanc, n'est-ce pas? Z espace blanc, quel sens y a-t-il? Il n'y a pas de sens. Ça n'est pas du tout un mot. Hein? C'est une séquence de caractères. Et donc, la fabrication du langage passe non pas par les mots qui portent un sens pour nous, les êtres humains, mais par des tokens qui ne sont pas en tout cas les mêmes choses que les mots. Or, nous, en lisant le texte, et ça, on l'a vu vers 2019-2018, fin 2018, début 2019, la génération de textes à travers les tokens qui ne sont pas des mots et qui ne portent aucun sens, produit un texte qui, pour nous, est plein de sens. Nous le lisons comme si c'était un texte plein de sens et de sémantique. Or, la génération est asémantique. Et la grande révolution que nous sommes en train de vivre, c'est que nous avons construit un chemin qui mène des mêmes entrées, les phrases en langue naturelle, vers les mêmes sorties des phrases en langue naturelle, par un chemin de calcul qui n'utilise pas la signification humaine. Bien. En fait, ce qui est intéressant, aussi, c'est qu'on n'a pas forcément la même vision, et je pense que ça fait partie des injonctions contradictoires qu'on peut avoir en tant qu'utilisateur, avec des visions un peu différentes. Mais je pense que la complexité du calcul est telle que en fait, la représentation interne échappe en fait, à une description statistique simple, même si elle en est issue. Voilà, c'est ce que... Bien, grand merci à vous. On va passer terminé. Je voudrais juste répondre à Alexei, puisqu'il m'a sorti... on va passer à la discussion quand même. Mais je voudrais juste mettre une citation. Il m'a cité Hobbes, qui n'est quand même pas une référence qu'on écarte de revers de main. Je vais donc lui ajouter quelqu'un. Je pense que tout ce que tu as dit ne prouve rien. Sinon que les capacités de calcul des machines sont aujourd'hui véritablement extraordinaires, mais on reste toujours dans des processus qui sont de l'ordre de l'expression. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, tu dis on rentre une expression de la langue naturelle et on fait sortir de la langue naturelle. Donc on est toujours, et entre les deux, il y a des calculs qui produisent un certain nombre d'expressions pour parvenir à des choses dites. Moi, ce que je dis, c'est que la sphère du sens n'est pas épuisée par les expressions. C'est tout. Et l'auteur que je voulais citer, tu le connais par cœur, c'est la 11e thèse du Tractacus Logico-Philosophicus, qui dit « Ce dont on ne peut rien dire, il faut le taire ». Ce qui veut dire très précisément, non pas que dans le silence de se taire, il n'y a rien. Il y a du... Mais c'est un acte esthétique. C'est un acte esthétique, c'est un acte éthique, c'est un acte éventuellement religieux, mais en tout cas, au-delà du dire, il y a du taire qui est plein de sens. Et c'est précisément là où, si j'ose dire, se trouve la source qui nous permet de faire un peu d'éthique, de faire de l'éthique de l'IA. Merci. Bien, disons que c'était la phrase de conclusion. On ouvre... C'est le temps des questions. Allez, hop. Voilà. Bonjour, merci. Vous m'entendez? Vous avez parlé d'un CERN de l'IA. Vous avez parlé de l'IA comme faisant partie des communs. J'ai imaginé une sorte de CERN de l'IA. CERN avant l'explosion plutôt qu'après, donc mettre l'IA dans les communs. Mais d'après ce que vous venez de dire, il me semble que ce ne serait pas un centre de recherche sur l'IA, mais un centre de recherche sur la rencontre entre l'IA et l'être humain,
qui lui apporte le sens en deçà de la conscience même, puisque ça, le langage, comme vous avez dit, frappe le centre limbique de l'être humain et non pas la réflexion. Non? Oui. Alors, je peux dire deux mots peut-être pour ceux dans la salle aussi qui veulent savoir ce que c'est le CERN de l'IA. En effet, il existe un certain nombre de dialogues internationaux sur l'IA, sur l'éthique de l'IA, les contraintes réglementaires. Il y a une loi européenne, on n'a pas évoqué toutes ces réalités-là. Il y a une loi aujourd'hui en Europe qui s'appelle le règlement sur l'intelligence artificielle. Il y a une loi en Corée du Sud, il y a une loi à Singapour. Il n'y a pas de loi en Chine, mais il y a des contraintes ministérielles très fortes. Il n'y a rien du tout, plus ou moins, aux États-Unis. Et donc... quel dialogue global international? Les Nations Unies viennent de créer une agence spéciale, une instance spéciale pour l'IA, et ils voudraient, comme le CERN pour le nucléaire à Genève, hein, le centre d'énergie nucléaire, ils voudraient peut-être créer un centre global comme cela pour l'IA. Sauf que c'est un peu différent. Évidemment, l'IA utilise une ressource rare, mais ce n'est pas l'uranium, c'est le compute, la puissance du calcul. Hein. Il faut avoir des puces de calcul très performantes, et il n'y en a pas partout, mais tout cela est contrôlé par le privé, autant en Chine qu'aux États-Unis, etc. Donc, ça n'est pas tellement la génération des modèles qui va intéresser ce dialogue international, c'est ce qu'on appelle l'alignement des modèles. Qu'est-ce que c'est l'alignement ? On a parlé du non-humain de ces modèles. Vous vous souvenez des baleines, vous vous souvenez des choses étranges dans l'IA. Mais l'IA qu'on met sur Internet, qu'on donne à tous les citoyens du monde, ne devrait pas être trop étrange. Laurent l'a dit, elle hallucine. Et on ne peut pas garantir qu'elle n'hallucinera pas, mais on souhaiterait quand même qu'elle hallucine le plus rarement possible. Et donc, l'ensemble des filtres, des contraintes, pas d'insultes, pas de conseil médical, évidemment faux, d'accord, c'est dangereux. Pas de conseil juridique, évidemment faux, ça nous induit à commettre des crimes. L'ensemble de ces filtres et des contraintes, c'est ce qu'on appelle l'alignement des modèles. Et ce centre international, le dialogue international, devrait, en principe, établir des normes d'alignement. Sauf que, il faut être aussi un peu réaliste. La Chine va très vite de son côté, les États-Unis vont très vite du leur, ne souhaitent absolument pas de contraintes internationales quelconques. Et donc, à quel point ce dialogue des Nations Unies va aboutir, eh ben, il faut être réaliste, je pense. Oui, bonjour. Alors moi, il me semble que l'IA, donc qui pour l'instant, on n'a pas implémenté de conscience, elle a pour objectif d'optimiser, mais alors de façon extraordinaire, nos objectifs. Mais derrière, il y a quand même une chaîne de responsabilité humaine, de gens qui la font. Il y a les opérateurs, il y a les concepteurs, les ingénieurs, les développeurs et les utilisateurs. Donc, en cas d'erreur, de mésusage et de biais, qui est finalement responsable? Ça me fait penser à la chanson de Grim Allwright, qui a tué Davis Moore? L'arbitre, il dit, c'est pas moi. La foule, elle dit, c'est pas moi. L'entraîneur, il dit, c'est pas moi. Et est-ce que, justement, là, il n'y a pas quand même une question très sérieuse qui se pose de responsabilité éthique? Alors, je veux bien répondre rapidement. En fait, c'est toute la question, et notamment, c'est la question de l'IA-Act. Dans l'IA-Act, l'idée, c'est comment déployer ces IA performantes tout en conservant une société dans laquelle on va être capable de réparer s'il y a une erreur. En fait, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire qu'on va bénéficier des outils, on va les déployer, mais en toute fin, s'il y a une erreur, on va essayer de remonter pour savoir qui est responsable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on assiste à une déresponsabilisation des sociétés qui mettent en œuvre les outils et qui vont afficher à la fin, attention, ça peut halluciner, ne respectez pas le conseil que je suis en train de vous donner. Et donc c'est de la même manière, on en parlait ce matin, que la pub pour le SUV qui vous dit il faut se faire covoiturer, la responsabilité finale revient sur l'utilisateur. Et ça, c'est une pression qu'on a en tant qu'utilisateur et qui peut-être est inacceptable. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'en fait, que le politique prenne ça en charge et dise non, vous ne pouvez pas mettre en œuvre un outil qui est si puissant, qui est si fort, tout en disant à la fin, attention, c'est votre responsabilité si vous faites ce que je vous dis. C'est trop difficile à gérer pour un utilisateur. Donc il faut, effectivement, aujourd'hui, les LLM, ils ne sont pas responsables de ce qu'ils disent.
Quoique, il y a eu un procès il n'y a pas longtemps où c'est en train de se fissurer. On peut en parler justement, j'ai le livre Les robots et le mal, hein, j'en parle un tout petit peu, mais pour compléter ta réponse Laurent, parce que la question est absolument fondamentale. Merci pour la question, c'est peut-être la plus grande question d'éthique, la question d'éthique et la question de la responsabilité, mais je voulais quand même faire plaisir à Gilles. Et je vais citer Heidegger. Heidegger, en 1945, écrit un texte très étrange. La guerre est en train de se terminer, il se cache au milieu de l'Allemagne. Il écrit un texte qui est un dialogue socratique entre un enseignant et un scientifique. Et l'enseignant dit « Ah ben, nous sommes dans cette région étrange où tout est dans le meilleur ordre si seulement cela n'avait été fait par personne. » Le scientifique aussitôt comprend « Si cela n'avait été fait par personne, alors il n'y a rien de quoi être responsable. » Et l'enseignant enchaîne en disant « Oui, oui, c'est la région de la parole qui n'a de compte à rendre qu'à elle-même. Le langage produit par les modèles de langage n'est pas derrière, a été voulu de manière intentionnelle par un être humain. Hein? Il n'y a pas d'imputabilité d'un output, d'une sortie à un ingénieur. Vous ne pouvez pas imputer une sortie individuelle à quelqu'un, à une personne. » Et vous voyez tout le problème dont a parlé Laurent, pour lequel on n'a pas de solution. C'est ça la grande question de notre société aujourd'hui. C'est comment gère-t-on la responsabilité? Parce que les conséquences sont réelles, elles sont là. La machine n'est pas une personne, elle n'est pas responsable, d'accord? Même par projection, il ne faut pas projeter la responsabilité sur la machine. Je suis totalement opposé à la responsabilité des robots. Pour moi, ça n'existe pas. Et bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut observer la normativité émergente des usages et puis essayer de réglementer, mais pas trop tôt ni trop tard. Mais cette normativité, cette nouvelle conception de la responsabilité sans imputabilité, qu'est-ce que c'est? Et je suis sûr, j'en ai parlé un tout petit peu aussi dans mes ouvrages, je suis sûr que ce n'est pas quelque chose d'inédit. Je suis sûr que dans les formes de responsabilité, par exemple noxale chez les Romains ou chez les Grecs, pour faire plaisir à Gilles quand même, les Grecs, il y a bien sûr des éléments de la pensée de la responsabilité qu'on peut reprendre pour finalement créer cette notion de responsabilité en matière d'intelligence artificielle. Du sens du mot pomme? Non. Il n'y a aucun sens nulle part dans la machine. C'est que chez l'utilisateur qui lit qu'il y a le mot sens. Non. Il n'y a absolument pas de sens dans la machine. Entendons-nous par sens un contenu sémantique formalisé? Peut-être pour dissimuler très rapidement un petit malentendu sur la sémantique, sur le sens, la signification. Regardez en 2 secondes ce que fait un transformer, c'est-à-dire l'architecture de la générative, comme ce que vous avez dans les ChatGPT, Gemini et compagnie. Donc c'est un réseau de calculatrices, un énorme réseau. Il a des trillions aujourd'hui des calculatrices élémentaires qu'on appelle des neurones artificiels. Et Gilles, juste pour rappel, Thomas Hobbes, 17e siècle, disait « penser, c'est calculer ». Et Leibniz disait « Oh là là, mais quelle grande idée merveilleusement scandaleuse !» Penser, c'est calculer. Il n'y a pas d'opposition entre penser et calcul. Alors, ce réseau de neurones artificiels apprend sur un très grand corpus de texte en jouant au jeu de cache-cache. Ça veut dire quoi? Supposons que quelque part, il y ait un mot « lion ». Et il se soustrait le mot « lion », il ne le voit pas, il essaie de deviner ce que c'était. Deviner comment? Par le calcul. Allez, calcul. Donc, tigre, lion 60%, tigre 30%, savane 10%. Pourquoi savane? Il y a un lien entre savane et lion, ce qu'on appelle une corrélation. D'accord? Il apprend comme ça par ce jeu, le terme technique c'est apprentissage par auto-supervision. Qu'est-ce qui est important? Auto, il n'y a pas un être humain derrière. Il n'y a personne qui dicte les règles. Non, il n'y a pas de règles. Ça calcule des trillions de fois pendant des mois entiers. Il faut y ajouter un tout petit élément. Je vous ai parlé de mots comme lion, et on a l'habitude de dire « Ah oui, il va cacher un mot, il va essayer de le deviner. » Mais non, il divise un texte en séquences de caractères qui ne sont pas des mots, le plus souvent. En français, après un Q, il y a un U, QU. Ça s'appelle un token, un jeton en français, personne ne dit ça en français. Un token, après un Z en français, après un Z. Qu'est-ce qu'il y a? Non, pas toujours, mais souvent. Un espace blanc, non? Très souvent, Z espace blanc, n'est-ce pas? Z espace blanc, quel sens y a-t-il? Il n'y a pas de sens. Ça n'est pas du tout un mot. C'est une séquence de caractères. Et donc, la fabrication
du langage passe non pas par les mots qui portent un sens pour nous, les êtres humains, mais par des tokens qui ne sont pas en tout cas les mêmes choses que les mots. Or, nous, en lisant le texte, et ça, on l'a vu vers 2019-2018, fin 2018, début 2019, la génération de textes à travers les tokens qui ne sont pas des mots et qui ne portent aucun sens, produit un texte qui, pour nous, est plein de sens. Nous le lisons comme si c'était un texte plein de sens et de sémantique. Or, la génération est asémantique. Et la grande révolution que nous sommes en train de vivre, c'est que nous avons construit un chemin qui mène des mêmes entrées, les phrases en langue naturelle, vers les mêmes sorties des phrases en langue naturelle, par un chemin de calcul qui n'utilise pas la signification humaine. Bien. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas forcément la même vision, et je pense que ça fait partie des injonctions contradictoires qu'on peut avoir en tant qu'utilisateur, avec des visions un peu différentes. Mais je pense que la complexité du calcul est telle que en fait, la représentation interne échappe en fait, à une description statistique simple, même si elle en est issue. Voilà, c'est ce que... Bien, grand merci à vous. On va C'est passer terminé. Je voudrais juste répondre à Alexei, puisqu'il m'a sorti... on va passer à la discussion quand même. Mais je voudrais juste mettre une citation. Il m'a cité Hobbes, qui n'est quand même pas une référence qu'on écarte d'un revers de main. Je vais donc lui ajouter quelqu'un. Je pense que tout ce que tu as dit ne prouve rien. Sinon que les capacités de calcul des machines sont aujourd'hui véritablement extraordinaires, mais on reste toujours dans des processus qui sont de l'ordre de l'expression. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, tu dis on rentre une expression de la langue naturelle et on fait sortir de la langue naturelle. Donc on est toujours, et entre les deux, il y a des calculs qui produisent un certain nombre d'expressions pour parvenir à des choses dites. Moi, ce que je dis, c'est que la sphère du sens n'est pas épuisée par l'expression. C'est tout. Et l'auteur que je voulais citer, tu le connais par cœur, c'est la 11e thèse du Tractatus Logico-Philosophicus, qui dit « Ce dont on ne peut rien dire, il faut le taire ». Ce qui veut dire très précisément, non pas que dans le silence de se taire, il n'y a rien. Il y a du... Mais c'est un acte esthétique. C'est un acte esthétique, c'est un acte éthique, c'est un acte éventuellement religieux, mais en tout cas, au-delà du dire, il y a du taire qui est plein de sens. Et c'est précisément là où, si j'ose dire, se trouve la source qui nous permet de faire un peu d'éthique, de faire de l'éthique de l'IA. Merci. Bien, disons que c'était la phrase de conclusion. On ouvre... C'est le temps des questions. Allez, hop. Voilà. Bonjour, merci. Vous m'entendez? Vous avez parlé d'un CERN de l'IA. Vous avez parlé de l'IA comme faisant partie des communs. J'ai imaginé une sorte de CERN de l'IA. CERN avant l'explosion plutôt qu'après. Donc mettre l'IA dans les communs. Mais d'après ce que vous venez de dire, il me semble que ce ne serait pas un centre de recherche sur l'IA, mais un centre de recherche sur la rencontre entre l'IA et l'être humain, qui lui apporte le sens en deçà de la conscience même, puisque le langage, comme vous avez dit, frappe le centre limbique de l'être humain et non pas la réflexion. Non? Oui. Alors, je peux dire deux mots peut-être pour ceux dans la salle aussi qui veulent savoir ce que c'est le CERN de l'IA.
En effet, il existe un certain nombre de dialogues internationaux sur l'IA, sur l'éthique de l'IA, les contraintes réglementaires. Il y a une loi européenne, on n'a pas évoqué toute cette réalité-là. Il y a une loi aujourd'hui en Europe qui s'appelle le règlement sur l'intelligence artificielle. Il y a une loi en Corée du Sud, il y a une loi à Singapour. Il n'y a pas de loi en Chine, mais il y a des contraintes ministérielles très fortes. Il n'y a rien du tout, plus ou moins, aux États-Unis. Et donc... quel dialogue global international? Les Nations Unies viennent de créer une agence spéciale, une instance spéciale pour l'IA, et ils voudraient, comme le CERN pour le nucléaire à Genève, hein, le centre d'énergie nucléaire, ils voudraient peut-être créer un centre global comme cela pour l'IA. Sauf que c'est un peu différent. Évidemment, l'IA utilise une ressource rare, mais ce n'est pas l'uranium, c'est le compute, la puissance du calcul. Hein. Il faut avoir des puces de calcul très performantes, et il n'y en a pas partout, mais tout cela est contrôlé par le privé, autant en Chine qu'aux États-Unis, etc. Donc, ça n'est pas tellement la génération des modèles qui va intéresser ce dialogue international, c'est ce qu'on appelle l'alignement des modèles. Qu'est-ce que c'est l'alignement ? On a parlé du non-humain de ces modèles. Vous vous souvenez des baleines, vous vous souvenez des choses étranges dans l'IA. Mais l'IA qu'on met sur Internet, qu'on donne à tous les citoyens du monde, ne devrait pas être trop étrange. Laurent l'a dit, elle hallucine, et on ne peut pas garantir qu'elle n'hallucinera pas, mais on souhaiterait quand même qu'elle hallucine le plus rarement possible. Et donc, l'ensemble des filtres, des contraintes, pas d'insultes, pas de conseil médical, évidemment faux, d'accord, c'est dangereux. Pas de conseil juridique, évidemment faux, ça nous induit à commettre des crimes. L'ensemble de ces filtres et des contraintes, c'est ce qu'on appelle l'alignement des modèles. Et ce centre international, le dialogue international, devrait en principe établir des normes d'alignement. Sauf que, il faut être aussi un peu réaliste. La Chine va très vite de son côté, les États-Unis vont très vite du leur, ne souhaitent absolument pas de contraintes internationales quelconques. Et donc, à quel point ce dialogue des Nations Unies va aboutir, eh ben, il faut être réaliste, je pense. Oui, bonjour. Alors moi, il me semble que l'IA, donc qui pour l'instant, on n'a pas implémenté de conscience, elle a pour objectif d'optimiser, mais alors de façon extraordinaire, nos objectifs. Mais derrière, il y a quand même une chaîne de responsabilité humaine, de gens qui la font. Il y a les opérateurs, il y a les concepteurs, les ingénieurs, les développeurs et les utilisateurs. Donc en cas d'erreur, de mésusage et de biais, qui est finalement responsable? Ça me fait penser à la chanson de Grim Allwright, qui a tué Davis Moore? L'arbitre dit c'est pas moi, la foule elle dit c'est pas moi, l'entraîneur il dit c'est pas moi. Et est-ce que justement là, il n'y a pas quand même une question très sérieuse qui se pose de responsabilité éthique? Alors, je veux bien répondre rapidement. En fait, c'est toute la question, et notamment c'est la question de l'IA Act. Dans l'IA Act, l'idée c'est comment déployer ces IA performantes tout en conservant une société dans laquelle on va être capable de réparer s'il y a une erreur. En fait, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que on va bénéficier des outils, on va les déployer, mais en toute fin, s'il y a une erreur, on va essayer de remonter pour savoir qui est responsable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on assiste à une déresponsabilisation des sociétés qui mettent en œuvre les outils et qui vont afficher à la fin, attention, ça peut halluciner, ne respectez pas le conseil que je suis en train de vous donner. Et donc c'est de la même manière, on en parlait ce matin, que la pub pour le SUV qui vous dit il faut se faire covoiturer, la responsabilité finale revient sur l'utilisateur. Et ça, c'est une pression qu'on a en tant qu'utilisateur et qui peut-être est inacceptable. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'en fait, que le politique prenne ça en charge et dise non, vous ne pouvez pas mettre en œuvre un outil qui est si puissant, qui est si fort, tout en disant à la fin, attention, c'est votre responsabilité si vous faites ce que je vous dis. C'est trop difficile à gérer pour un utilisateur. Donc il faut, effectivement, aujourd'hui, les LLM, ils ne sont pas responsables de ce qu'ils disent. Quoique, il y a eu un procès il n'y a pas longtemps où c'est en train de se fissurer. On peut en parler justement, j'ai le livre Les robots et le mal, hein, j'en parle un tout petit peu, mais pour compléter ta réponse, Laurent, parce que la question est absolument fondamentale. Merci pour la question, c'est peut-être la plus grande question d'éthique, la question d'éthique et la question de la responsabilité, mais je voulais quand même faire plaisir à Gilles. Et je vais citer Heidegger. Heidegger, en 1945, écrit un texte
très étrange. La guerre est en train de se terminer, il se cache au milieu de l'Allemagne, il écrit un texte qui est un dialogue socratique entre un enseignant et un scientifique. Et l'enseignant dit « Ah ben, nous sommes dans cette région étrange où tout est dans le meilleur ordre si seulement cela n'avait été fait par personne. » Le scientifique aussitôt comprend, si cela n'avait été fait par personne, alors il n'y a rien de quoi être responsable. Et l'enseignant enchaîne en disant, oui, c'est la région de la parole qui n'a de compte à rendre qu'à elle-même. Le langage produit par les modèles de langage n'est pas derrière, a été voulu de manière intentionnelle par un être humain. Il n'y a pas d'imputabilité d'un output, d'une sortie à un ingénieur. Vous ne pouvez pas imputer une sortie individuelle à quelqu'un, à une personne. Et vous voyez tout le problème dont a parlé Laurent, pour lequel on n'a pas de solution. C'est ça la grande question de notre société aujourd'hui. C'est comment gère-t-on la responsabilité? Parce que les conséquences sont réelles, elles sont là. La machine n'est pas une personne, elle n'est pas responsable, d'accord? Même par projection, il ne faut pas projeter la responsabilité sur la machine. Je suis totalement opposé à la responsabilité des robots. Pour moi, ça n'existe pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut observer la normativité émergente des usages et puis essayer de réglementer, mais pas trop tôt ni trop tard. Mais cette normativité, cette nouvelle conception de la responsabilité sans imputabilité, qu'est-ce que c'est? Et je suis sûr, j'en ai parlé un tout petit peu aussi dans mes ouvrages, je suis sûr que ce n'est pas quelque chose d'inédit. Je suis sûr que dans les formes de responsabilité, par exemple noxale chez les Romains ou chez les Grecs, pour faire plaisir à Gilles quand même, les Grecs, il y a bien sûr des éléments de la pensée de la responsabilité qu'on peut reprendre pour finalement créer cette notion de responsabilité en matière d'intelligence artificielle. Notre discussion est arrivée à sa fin. On aurait pu la poursuivre plus longtemps. N'hésitez pas aussi à venir voir les interlocuteurs si vous les croisez dehors. C'est l'avantage du festival. On peut les applaudir très fort.